Alors, la première chose, qu'est-ce que c'est que la veille brevet et la veille en général, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la veille brevet, c'est une partie de la veille stratégique qu'on peut faire dans une entreprise. Plus précisément, d'ailleurs, c'est une partie de la veille technologique où on va utiliser les éléments mis à disposition dans le public au niveau des bases de données, des bases de données brevets. Alors, un petit peu de philosophie, il y a une définition de la FNOR que je trouve intéressante parce qu'elle met en évidence 3 points qu'on doit vraiment considérer au niveau de la veille, qui est que la veille est une activité d'abord continue, en grande partie itérative et veillant à une surveillance active de l'environnement technologique, commercial, pour en anticiper les évolutions. Alors continue, en effet, parce que le monde change en permanence. Donc, quand on va regarder et surveiller des bases de données brevets, elles vont évoluer tous les jours. Tous les jours, il va y avoir des nouvelles choses qui vont arriver. Donc, c'est un processus qu'on met en place et qui va être continu dans le temps. Itératif, pourquoi? Parce que vous allez finalement apprendre des nouveaux éléments en fonction de votre veille qui vont permettre de modifier vos cibles de veille et donc apprendre encore de nouveaux éléments. Donc, on a une démarche qui est vraiment itérative et qui va se construire dans le temps. Et puis actif, pourquoi? Parce que mettre en place une veille, ça demande une implication de la part de la personne qui va mettre cette veille en place. Et donc, il n'y a aucun outil qui va vous fournir un résultat de veille automatique comme ça. C'est vraiment une démarche qu'on engage et qu'on soutient dans le temps pour la raffiner. Alors, quelques chiffres que vous avez peut-être en tête, mais on va regarder des bases de données brevets. Aujourd'hui, on a plus de 16 millions de brevets en vigueur dans les bases de données brevets. En tout cas, on en avait plus de 16 millions en 2021. On a environ 130 millions de brevets au total, ce qui est énorme avec les brevets qui sont tombés dans le domaine public ou qui sont expirés, qui ont été abandonnés. Pour vous donner une idée, on a 15 000 publications environ par jour dans les bases de données brevets. Donc, vous comprenez mieux le côté continu, itératif, c'est-à-dire que l'environnement, c'est un environnement mouvant qui va changer en permanence. Alors bien sûr, pour aller mettre en place des systèmes de veille brevets, il va falloir des outils parce que une masse aussi importante de documents, ça demande une structure d'approche et des outils pour traiter l'information. Alors, à quoi ça sert une veille brevet? Quels sont les intérêts? Alors bien sûr, le premier intérêt auquel tout le monde pense, c'est d'identifier et de surveiller pour protéger son marché. Alors identifier et surveiller quoi? Les concurrents, bien sûr. Ça permet déjà d'analyser leur stratégie, de voir leur direction d'innovation, en ayant une vision de ces publications de nouvelles demandes. C'est identifier et surveiller des acteurs, peut-être des acteurs d'ailleurs que vous ne connaissez pas au tenté ou au démarrage de votre veille, parce qu'il va y avoir des nouvelles créations de sociétés, parce qu'ils n'étaient pas dans votre radar aujourd'hui. C'est identifier et surveiller plus précisément un domaine technique, c'est-à-dire suivre l'état de la technique dans son marché, connaître les tendances d'évolution et d'innovation. Si on voit apparaître un certain nombre de dépôts dans un domaine qui est connexe, lié à votre activité, ça permet de détecter ça très en amont. Ça peut être surveiller aussi une zone géographique particulière. Il y a certaines activités où on sait que l'innovation se concentre sur certains territoires, donc ça peut être aussi un angle de vue. Par exemple, vous travaillez dans la cosmétique, le packaging, on sait que des zones comme la Corée du Sud, sont particulièrement actives dans ce domaine-là. Donc, on peut avoir des zooms sur des zones géographiques. Ça, c'est le premier grand bloc auquel tout le monde pense. La deuxième chose, c'est de permettre de recentrer les efforts de R&D et d'innovation de manière dynamique. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avoir connaissance de ce qui est publié, de ce qui existe déjà dans l'état de l'art ou dans les nouveaux dépôts qu'on va détecter, permet de réorienter les axes d'innovation. Très concrètement, ça veut dire c'est pas la peine de travailler sur un sujet. Vous avez une idée en innovation que vous poursuivez,
Et si vous détectez assez vite que cette idée est déjà brevetée ou dans le domaine public, ça peut vous permettre de réorienter, prioriser vos axes d'innovation. De manière très proactive, ça va vous aider aussi à estimer très tôt la brevetabilité d'une invention. Vous avez une idée qui est en cours de développement, vous avez une veille qui tourne, il vous semble qu'il n'y a pas aujourd'hui de brevet qui couvre déjà cette idée, donc vous avez déjà un premier estimatif de la brevetabilité d'une invention que vous traitez en R&D ou en innovation. Et puis tout ça, cette culture générale va vous permettre d'anticiper la phase d'après qui sera, si vous allez au bout de votre innovation et que vous souhaitez la mettre en production, d'avoir déjà une bonne anticipation de la liberté d'exploitation, tout du moins de pouvoir vous recentrer sur les points particuliers qui seront à vérifier pour valider en temps 2 votre liberté d'exploitation. Alors, il y a un troisième axe que je pense qu'il faut vraiment mettre en avant aussi, ça va vous permettre de favoriser la créativité et l'innovation au sein de votre organisation. Alors, la philosophie du brevet, au moment de sa création, on remonte à peu près au XVIIIe siècle, aux États-Unis, mais dans les mêmes périodes en France. L'idée principale de créer des brevets, c'est finalement de faire profiter la communauté des fruits de la recherche et des innovations développées par certains. Donc, c'est un but assez louable de dire, vous avez découvert quelque chose, faites-en profiter tout le monde, mais bien sûr, en échange de l'effort que vous avez fait, on va vous donner une garantie d'exploitation de votre idée sur un temps donné, donc c'est 20 ans pour les brevets. Et donc, c'est un cercle assez vertueux, même si aujourd'hui, on voit plus le brevet comme un moyen purement défensif. C'est en fait une base de données où vous allez pouvoir trouver des idées et des solutions. Alors, on a vu tout à l'heure 150 millions de documents dans des bases de données brevets. Donc, en termes de famille, donc d'idées, c'est peut-être un peu moins, mais c'est des millions de problématiques techniques avec des solutions associées. Donc, il ne faut pas se priver de cette source d'idéation et de créativité que sont les bases de données brevets. Et puis, un autre point qu'on mentionne peut-être un petit peu moins, qui est d'entretenir et de développer son réseau professionnel. Alors, pourquoi? Bien sûr, vous allez, via la veille, mieux connaître vos concurrents, mais de manière générale, mieux connaître les acteurs du domaine. Et ces acteurs peuvent être potentiellement, à terme, des partenaires potentiels, parce qu'ils travaillent sur une technologie qui est proche de la vôtre, par exemple. Donc, vous avez potentiellement des partenaires de co-développement à identifier. Et c'est aussi d'autres opportunités, comme la détection de futurs licenciés ou de gens à qui vous pourriez céder des droits, puisqu'ils travaillent sur des domaines très proches, ou auprès desquels vous pourriez acquérir des droits sous forme de licensing in. Donc, vous voyez que la veille brevet, il y a ce côté défensif du territoire, mais il y a aussi un côté managérial intéressant en termes de favorisation de l'innovation, recentrage de la R&D, développement de l'écosystème et du réseau professionnel. Alors, la question, bien sûr, ça va être comment mettre en place cette veille brevet au sein de votre organisation. Alors, très concrètement, déjà, une veille brevet, c'est la définition d'axes de veille, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir plusieurs axes de veille en fonction de votre type d'activité. On ne va pas faire forcément une veille brevet. On peut faire une veille brevet si vous êtes dans la chimie, à la fois sur la molécule que vous produisez, mais aussi sur son process d'obtention. Donc, vous allez pouvoir définir plusieurs axes de veille brevet. Ça, c'est un premier élément. Et chaque axe de veille brevet va pouvoir être, on va dire, spécifié en définissant des cibles qu'on peut segmenter de manière assez commune, assez admise. Donc, parmi les cibles qu'on va devoir définir, on a bien sûr la liste des concurrents, des acteurs que vous pouvez connaître autour de votre domaine. Donc, il y a généralement déjà de l'information disponible. Ça va être une liste de mots-clés donc, qui vont définir votre besoin, le produit, le procédé. Donc, une liste de mots-clés qui sont intéressantes.
Une approche de classification technologique qui était peut-être un petit peu moins connue, mais on va voir comment on va pouvoir, à travers le processus de veille et les outils utilisés, aider à les définir. Une cible aussi, ça peut être les inventeurs. C'est peut-être un petit peu moins utilisé, mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez généralement dans un domaine technologique des inventeurs particulièrement actifs qui ont tiré le domaine, qui sont dans d'autres sociétés. Donc, il peut être intéressant de les identifier parce que ces personnes peuvent à tout moment quitter la société dans laquelle ils travaillent, monter leur propre société, travailler dans un centre d'innovation, etc. Donc, il peut être intéressant de poser une ligne de veille autour de ces inventeurs. Un autre exemple assez concret va être, vous avez eu un inventeur très productif et prolifique au sein de votre organisation et cette personne a quitté votre société. Donc, vous ne savez pas où il est et cette personne va pouvoir développer, continuer à développer des solutions et c'est intéressant de surveiller ce qu'il va pouvoir produire. Alors, parmi les cibles aussi, on va pouvoir définir les axes d'innovation et domaines connexes, c'est-à-dire autour de votre activité principale, quels sont les domaines qui peuvent être intéressants de surveiller. Par exemple, vous travaillez sur des systèmes de traitement de la peau, du derme avec la production de collagène, avec des technologies basées autour des ultrasons, par exemple. Vous pouvez avoir des domaines connexes qui vont produire les mêmes effets, comme la luminothérapie, la mésothérapie. Donc ça, ce sont des domaines d'innovation connexes qu'il est bon d'intégrer au faisceau de veille. Et puis, on l'a vu, on peut définir des cibles très particulières au niveau des territoires et laisser traîner des requêtes de veille qui ciblent spécifiquement un territoire en fonction de votre type d'activité. Alors, ces veilles, quelques remarques intéressantes de préciser. Déjà, ces cibles, vous avez un état des lieux à effectuer en interne parce que l'information peut être diffuse dans votre organisation. Donc, n'hésitez pas à parler avec vos services marketing, commerciaux, juridiques, pourquoi pas, et pas uniquement techniques et légal, parce que certains de vos collaborateurs vont pouvoir vous ramener une information et vous permettre de compléter cette liste. Ces cibles et cette liste de listes, certains éléments vont être connus et d'autres ne sont pas encore connus. Donc, c'est vraiment un document qui va être itératif et qui seront précisés avec les retours des premières veilles. Vous allez compléter ces listes-là, la modifier, donc le processus itératif de la mise en place de la veille. Alors, un point important qui peut être une erreur quand on met en place une veille brevet ou une veille stratégique de manière générale, il est important de trouver un équilibre entre l'étendue des recherches et la capacité d'analyse qui va être disponible au sein de l'organisation. Alors, je m'explique, l'erreur peut-être au départ, c'est de commencer une veille en disant « je veux tout capter ». Donc, je veux voir tout le monde dans tous les pays avec beaucoup de technologies, énormément de mots-clés. Et en fait, vous allez générer un niveau de résultat qui va être très difficile d'analyser. Donc, le trop d'infos va vraiment tuer l'information parce que vous allez avoir du mal à traiter ce volume d'informations. Il va être plus intéressant d'avoir une démarche itérative avec plusieurs canaux de veille que vous allez un petit peu segmenter et qui vont vous permettre de raffiner au fur et à mesure et de préciser votre cible. Alors, pour illustrer ça, effectivement, il ne faut pas confondre une veille qui va être ce processus continu, donc un système de radar le plus précis possible autour de votre activité, avec une étude ponctuelle d'un point particulier, comme on pourrait le faire par exemple avec une étude de liberté d'exploitation, où là, sur un sujet précis, vous allez avoir besoin de connaître de manière exhaustive tous les documents existants avec une analyse plus approfondie, mais c'est un autre processus qui vient plus tard, ou dans d'autres cas, ou en complément de la veille. La veille doit être vraiment vue comme le flux mainstream que vous ne devez pas rater en termes d'information autour de votre écosystème. Donc voilà, ça c'est quelques généralités autour de la veille. Maintenant, voilà, comme il fait chaud aujourd'hui à Paris et en France, on va se rafraîchir un petit peu. On va aller du côté de la montagne et faire un petit peu une étude de cas pour illustrer ces principes.
Alors là, je vais prendre un cas très, très basique volontairement pour illustrer un petit peu la démarche. Je suis dans une société de production d'équipements sportifs, plutôt avec des technologies de traitement de micromécanique et d'injection plastique, par exemple. Et je veux me développer sur un nouveau marché, qui est le marché du snowboard. Et ce marché, je veux l'aborder par l'innovation, parce que j'ai quelques idées intéressantes que je pourrais reprendre, et en innovant techniquement autour, par exemple, des systèmes de fixation. Voilà, je sais que c'est un marché mondial. Donc, vous voyez, là, je prends volontairement un cas avec très peu d'éléments au niveau des cibles. C'est-à-dire, en gros, je suppose que je connais rien, je connais pas vraiment les concurrents, je n'ai pas trop d'idées au niveau des mots-clés, les classes technologiques, je sais pas, les inventeurs, je connais pas. Donc, on va prendre ce petit cas d'école pour illustrer comment on va pouvoir traiter à l'aide d'un outil et en utilisant les informations qu'on va remonter des bases de données brevets, comment on va pouvoir structurer assez rapidement des premiers flux de veille autour de ce sujet. Alors pour ça, je vais passer sur un outil qui est l'outil Pattern Pulse, bon, qui a été développé par la société Matteo Software, mais qui est typiquement un outil très bien calibré pour effectuer ce genre d'action. Donc, un outil de veille comme Pattern Pulse, déjà, première chose, on va regarder sur une couverture mondiale, hein, avec un abonnement à la base DocDB d'EspaceNet, complété par certaines bases d'Office en full text, etc. Donc ça, on pourra vous préciser si vous avez un intérêt dans le sujet. Et bon, ben, une base de données brevets, en gros, c'est quoi? C'est une interface, enfin, un logiciel de recherche, c'est une interface vers les bases de données brevets qu'on a indexées sur des serveurs et qui vont vous permettre de faire des recherches complexes, d'obtenir des résultats, de faire des statistiques sur ces résultats et de stocker les valeurs de ces résultats. Donc, ce type d'interface commence par un moteur de recherche, vous voyez qu'on trouve ici en partie centrale, qui va permettre d'aller effectuer des recherches avec une syntaxe assez complexe, c'est-à-dire vous allez pouvoir chercher par inventeur, par déposant, par mots-clés contenus dans le titre, l'abstract, les claims, par date de priorité, etc., etc. Et combiner ces axes de requête avec des opérateurs booléens, donc avec ou sans, etc. Et comme ça, construire des requêtes qui vont être de plus en plus complexes. Alors, vous pouvez bien sûr faire des recherches en constituant vos requêtes et en les modifiant. Mais je vais vous montrer qu'on peut aussi commencer avec des éléments très simples, sans être un expert de la syntaxe des recherches dans les bases de données brevets. Alors, vous voyez ici, je pars du peu d'éléments que j'ai dans mon petit cas d'école, c'est-à-dire que je veux travailler sur le snowboard. Donc, je vais lancer une requête assez brutale, snowboard avec un mot-clé dans la base de données. Donc ça, c'est un filet à maille très large. Hein, enfin, je vais ramener beaucoup d'éléments. Et vous voyez que là, sur le mot-clé snowboard, donc qui m'intéresse pour commencer ma recherche, j'ai un premier retour. Je vois, j'ai 8000 brevets. Alors, première chose, 8000 brevets, il est plus intéressant de regarder avec un axe famille, puisque dans les brevets, vous allez trouver les titres déposés dans les différents pays. L'axe famille, ça va être plutôt le principe d'invention de base. Donc, c'est ça que je vais regarder en priorité. Ça me permet déjà de réduire un petit peu le nombre d'éléments. Mais j'ai quand même 3200 familles de brevets qui parlent du snowboard. Donc, pas question, je n'ai pas le temps ni les ressources d'aller analyser ces 3200 familles. Et d'ailleurs, ce n'est pas forcément ce qui m'intéresse. Parce que moi, je vais être plutôt focusé sur l'aspect moyen de fixation sur le snowboard. C'est ce qui m'intéresse. Alors, la première chose, c'est que, voilà, pour commencer à avoir un premier focus, on va essayer de bâtir une requête qu'on va appeler une requête principale qui va vous donner un petit peu le cœur de cible, c'est-à-dire ce que vous allez viser, les incontournables, si je peux parler comme ça. Donc, vous voyez qu'ici, sur la droite, j'ai des outils qui vont m'aider à faire ce travail. Je ne vais pas lire mes 3200 familles de brevets, mais je vais commencer par regarder des éléments statistiques. Et ici, je vais avoir la possibilité de filtrer avec différents axes. Vous voyez, par
par pays d'application, par déposant, par inventeur, etc. Et je vais commencer, si vous vous souvenez des cibles qu'on a définies tout à l'heure, la première, c'était un petit peu les acteurs et les concurrents. Donc là, vous voyez, si j'appelle ce filtre, le système va me faire une analyse, me générer un petit Pareto qui va être qui sont les déposants majeurs, voilà, dans ces brevets, qui listent dans le mot-clé du titre et de l'abstract le mot snowboard. Ça me donne le premier niveau d'information. Et vous voyez, je peux remarquer qu'ici, j'ai, comme souvent, une sorte de Pareto. J'ai bien sûr beaucoup de déposants autour du snowboard. Je peux avoir la liste exhaustive. Mais finalement, ce qui m'intéresse, c'est que si j'applique un peu une approche Pareto dans les 80-20, et que je me dis, je vais prendre les gros déposants qui vont me donner déjà les premières tendances dans cette première requête, je vais, en sélectionnant les 5 premiers ici, déjà avoir une première idée. Alors, pour faciliter le travail et pas avoir à taper des requêtes de manière avec de la syntaxe, vous voyez, je vais faire simplement un double clic sur les sociétés qui m'intéressent. Donc, j'ai Salomon, Rossignol, Burton, Shimano et puis Marker. On va dire que là, je suis dans mon premier niveau de Pareto. Et vous voyez qu'ici, j'ai ajouté avec la bonne syntaxe le choix de centrer sur ces déposants et je vais, avec le bouton Merge, donc ajouter ces requêtes à ma requête principale. Donc, vous voyez, j'ai commencé à faire évoluer ma requête en précisant, disant, OK, je veux voir ce qui est snowboard, mais simplement dans les déposants que sont ces gros players. Alors, j'ai réduit bien sûr mon scope, là, j'ai plus que 1600 brevets, je vais regarder ce que ça veut me dire en famille, donc j'ai quand même encore 400 familles de brevets, donc c'est un petit peu de travail pour préciser ça. Mais je vais pouvoir aller un petit peu plus loin. Alors, dans les cibles, on en a parlé tout à l'heure, il y a une autre chose qui est importante, c'est les mots-clés. Alors, quand vous allez faire votre recherche, si c'est bien défini, si vous avez déjà une bonne idée, vous avez les mots-clés qui vont vous permettre de préciser, qu'on va ajouter à la requête. Ici, on va dire, bon, moi, je ne connaissais pas grand-chose au monde du snowboard, par exemple, et j'aimerais bien que l'outil m'aide. Alors, comment faire Bon, là, j'ai déjà une bonne vision avec les main players, on va dire, de ce qui se passe dans ce domaine-là. Ici, je vais faire appel à une deuxième fonctionnalité qui est une analyse sémantique de ce qui va apparaître dans les titres et abstracts de ces familles de brevets, vous voyez, qu'on appelle ici l'extraction des concepts. Et l'extraction des concepts, ça va permettre de mettre en valeur, par occurrence d'apparition dans les textes, les mots-clés, finalement. On va m'aider à finaliser mes mots-clés. Je peux en avoir de mon côté, je peux très bien rentrer des choses moi-même, mais je peux aussi être interpellé par ce qui est proposé dans les textes. Alors, si je m'intéresse effectivement au système de fixation, vous voyez, dans l'exemple, j'ai des choses qui vont me parler, là, le boot binding, je peux avoir du retaining, assembly, holding, binding system, et puis comme ça, je vais pouvoir balayer, ça va être dans mon approche itérative, vous voyez, je vais commencer à pouvoir petit à petit préciser, vous voyez, automatic binding, par exemple, ça m'intéresse. Et donc, avec le même principe, là, en automatique, en mergeant ça dans ma requête, je vais encore une fois aller faire évoluer ma requête principale. Donc, vous voyez, si je suis dans le bandeau de recherche, je commence à avoir quelque chose qui se complique là. Et donc, je vais voir l'effet produit. Alors, effectivement, je commence à avoir des choses un petit peu plus précises. Là, je commence à avoir réduit à 150 familles et vous voyez que je me rapproche de mon cœur de cible. Bon, maintenant, on a un autre axe dont on a parlé tout à l'heure pour les cibles qui sont les classifications technologiques. Alors là, bon, c'est un petit peu plus expert. Certaines personnes sont bien sûr très familiers avec ça, mais si vous l'êtes moins, on va pouvoir se faire aider par un outil et dire, OK, finalement, dans cette recherche, moi, ça m'intéresse peut-être pas certains domaines, et je vais pouvoir essayer de préciser ça avec un nouveau filtre qui va être la classification. Alors, vous savez que les brevets sont rangés par classe, sous-classe, sous-sous-classe, qui vont vous permettre d'accéder, en précisant de plus en plus, le domaine qui vous intéresse. Alors ici, on a un outil de guidage qui s'appelle la classification, qui va vous permettre de faire soit des recherches en disant, bon, je cherche particulièrement autour d'un mot, proposez-moi les classes qui feraient du sens. Mais je peux aussi avoir une petite démarche assez interactive en disant, bon, je vais rechercher un petit peu les classes qui pourraient être pertinentes.
Donc, vous voyez, dans les classes principales, bon, ben là, je vais être dans les choses qui concernent les human necessities, on va dire. Et là, dans les sous-classes, ben, je vais comme ça naviguer en disant, là, je suis plus dans l'option des loisirs. Et si je vais plus précisément dans l'option des loisirs, vous voyez, j'ai une classe qui va parler des sports que je vais donc déployer un petit peu plus. Et puis, en continuant comme ça, ici, vous voyez que j'ai ben justement une classe qui va parler de tout ce qui est sport de glisse, on va dire de manière générale, les skates, ski, roller, etc. Donc, je vais aller voir encore plus précisément ce qui se passe là-dedans. Et là, je vais avoir des classes qui vont commencer vraiment à être proches de ce que je recherche, donc tout ce qui est accessoire au niveau du ski, voilà. Et puis là, je vais retenir finalement, effectivement, cette classe-là m'intéresse, celle-ci m'intéresse, le ski binding, oui, ça va être proche de ce que je recherche, les snowboard binding, c'est directement ce que je recherche. Et vous voyez, comme ça, ça m'a permis d'aller faire une précision au niveau des classes. Alors là, avec le même principe, je vais ajouter ça à ma requête, donc avec ce petit bouton en plus. Et vous voyez que maintenant, ma requête, elle s'est encore étoffée avec une précision au niveau des classifications brevets. Et je vais préciser encore le tir. Alors, je relance le moteur et vous voyez, effectivement, là, je commence à avoir un cœur de cible intéressante. Là, j'ai, on va voir, une trentaine de familles que je vais pouvoir analyser. Donc, une trentaine de familles, là, on est bien. Je vous parlais de l'équilibre entre le nombre de résultats et votre capacité de traitement installée derrière. Donc ici, dans ce cas-là, une trentaine de familles, on va pouvoir commencer à les regarder une à une et voir comment le contenu est ce qui intéresse. Alors, première chose à ce niveau-là, bon, vous voyez, l'exemple est un petit peu simple, mais c'est vraiment pour illustrer le propos. Je vais pouvoir déjà sauvegarder cette recherche. C'est-à-dire que la syntaxe que j'ai développée ici, je vais pouvoir la sauvegarder, vous voyez, comme ce qu'on appelle une query, dans un navigateur, un explorateur, on va dire. Ici, vous voyez, j'ai créé ici un répertoire au snowboard, et là-dedans, je vais pouvoir stocker un petit peu tout mon travail de préparation. Alors, vous voyez, par exemple, j'ai mis un répertoire qui s'appelle requête générale, et puis je vais sauvegarder ma requête. C'est-à-dire qu'il va garder en mémoire cette syntaxe, et cette requête, je pourrais l'utiliser, la relancer à tout moment. Alors, maintenant, voilà, j'ai cette première requête, je vais commencer à pouvoir faire un petit peu d'analyse. Alors, l'analyse, ici, vous avez d'autres outils. Bon, c'est un petit peu moins le sujet du webinaire aujourd'hui, mais je vous en dis quand même quelques mots. Sur chacun des documents, donc des familles qui sont présentées, je vais pouvoir accéder, bien sûr, à un certain nombre d'informations, des informations bibliographiques, les schémas ou dessins, la description, les claims, les rapports de recherche, etc. Donc ça va me permettre d'estimer, on va dire, si ce brevet peut faire du sens ou pas pour mon organisation. Et là, l'intérêt, ça va être, puisqu'on va aborder maintenant le côté aussi diffusion de cette information, d'amener de la valeur ajoutée. Alors moi, je suis par exemple le responsable de la mise en place de la veille. Je vais faire ce premier tri et je vais lire ce premier document. Alors, je peux l'analyser différemment. Par exemple, ici, je vais aller voir les claims. Vous voyez, je vais pouvoir dire, OK, ici, on me parle de planche. Où est-ce qu'il me parle de planche? Dans quelle revendication? Je vais faire mon analyse. Je vais me faire une première opinion. Puis, je vais me dire, bon, ça m'intéresse ou ça m'intéresse pas. Ou alors, ça va me poser des questions. Et je vais pouvoir taguer et enregistrer mes commentaires. Vous voyez, avec ce petit champ commentaire qu'on va attacher à ce produit de recherche qui est cette famille de brevets. Alors ici, je vais pouvoir mettre déjà des petits flags qui vont permettre de filtrer par la suite. Par exemple, si j'estime que ça, oh là, oui, il y a un truc qui est un peu chaud là-dessus, et je voudrais que mon bureau d'études, quelqu'un dans l'organisation, ait un regard un petit peu plus technique là-dessus, et je vais lui laisser un message, vérifier système de mise en tension, par exemple. Voilà, comme ça va lui permettre d'aiguiller un petit peu son travail.
et je vais laisser ce commentaire, qui est très simple, hein, ça peut être bien sûr plus complexe, mais je vais le poster, c'est-à-dire que je vais l'intégrer dans le système. Vous voyez, maintenant, il y a un flag autour de cette famille, et puis il y a un commentaire qu'on pourra retrouver. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la personne qui est dans mon organisation va pouvoir avoir accès à ces commentaires, les compléter, dire OK, on a vérifié, effectivement, il y a peut-être une solution de contournement, etc. Et va pouvoir faire vivre un petit peu le document. Alors, je vais revenir un petit peu sur cette requête ici. Vous voyez, tout à l'heure, donc on a enregistré cette requête générale ici. Et cette requête générale, bien sûr, les documents arrivant, nos bases de données sont mis à jour 2 fois par semaine, donc il va y avoir en permanence, hein, souvenez-vous, 15 000 publications par jour, donc il peut y avoir des nouvelles choses qui vont tomber dans ce filtre-là. Donc je vais pouvoir transformer en fait cette requête en une alerte. Donc vous voyez, avec cette petite icône, je vais pouvoir simplement signifier au système de dire si quelque chose de nouveau arrive et répond à ce champ de requête, merci de me prévenir ou de prévenir certaines personnes dans l'organisation. Donc, on va dire, OK, moi, je veux être prévenu, je veux que Bruno soit prévenu et je veux que Madame Siri, par exemple, soit prévenue. Et je vais pouvoir lui spécifier aussi, dites-moi si c'est vraiment un nouveau document ou simplement l'amendement, c'est-à-dire une variation de son statut légal. Moi, je veux voir par exemple, si c'est quelque chose de nouveau. Et puis, je vais pouvoir spécifier si je veux être notifié au sein de l'application, c'est-à-dire, je vais recevoir un message dans l'application, dans l'outil, en me disant vous avez un nouvel élément, ou alors ça peut être urgent, donc moi je voudrais être aussi prévenu par un email, c'est-à-dire je vais recevoir un email automatique me disant on a trouvé un nouveau brevet correspondant à votre requête X et vous présenter le brevet. Donc vous voyez, je peux déjà, avec ces quelques clics, hein, on travaille sur le sujet là depuis 20 minutes, on a défini quand même à la base, on a précisé nos cibles, on a été capable de bâtir une première requête cible, de définir une alerte et de prévenir certains membres de l'organisation des produits de recherche. Alors, je vais maintenant revenir un instant sur le PowerPoint. Donc, dites-moi si vous voyez effectivement le PowerPoint. L'idée, vous avez vu ici, on a construit une requête qu'on appelle principale, autour d'un axe de recherche, hein, les systèmes de fixation sur les snowboards. Bien sûr, l'idée, c'est de jouer toujours sur ces deux choses qui peuvent être un petit peu contradictoires, qui sont l'exhaustivité de la recherche, c'est-à-dire où on va aller chercher, et la quantité de documents qu'on va pouvoir récupérer, et la capacité d'analyse qu'on va pouvoir mettre à disposition. Donc, la bonne démarche, et ce qu'on va pouvoir proposer ici, c'est de dire, on va bâtir cette requête principale. Vous l'avez vu, donc c'est quelques mots-clés, hein, snowboard, holding, binding, automatic binding, et on va dire, cherchez-moi ces mots-clés, mais aussi chez ces déposants majeurs que sont Salomon, Rossignol, Burton, Shimano, et puis aussi qui tombent dans certaines classes de la classification, parce que je ne veux pas avoir un scope trop large, il y a des choses qui ne m'intéressent pas. Maintenant, autour de ça, qui va constituer un petit peu le cœur de votre requête principale, que vous ferez évoluer parce que vous allez avoir des éléments de recherche qui vont vous faire apparaître d'autres déposants, d'autres classes, d'autres mots-clés auxquels vous n'aviez pas pensé, par exemple. On va bâtir un faisceau de requêtes complémentaires. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Par exemple, ici, vous voyez, j'ai réduit aux déposants principaux, pour avoir une vision claire et me dire, OK, dans le Pareto, ces 5 grandes sociétés font un petit peu le marché technologique, donc il y a les incontournables qui sont là. Ceci dit, il y a peut-être des autres sociétés qui sont très intéressantes, très innovantes, que je ne vais pas voir dans cette première requête. Et puis, il y a toutes les autres sociétés qui vont être, et les futurs acteurs qui vont apparaître. N'oubliez pas qu'une veille, quand on va mettre une veille en place, ce n'est pas une étude spot, c'est une ligne qu'on va poser et qui va nous amener des résultats toutes les semaines, à chaque fois qu'il y aura des évolutions. Donc là, je vais pouvoir monter, par exemple, une requête
complémentaire autour de ce complément, on va dire. C'est un peu le complément de ma requête principale. Et vous voyez, je vous ai mis, en gros, pour expliquer la syntaxe ici, ce que j'ai simplement changé, c'est qu'au lieu d'avoir « et je veux avoir ces sociétés principales », je vais lui dire vous cherchez surtout tous ces mots-clés, ces classes, mais je ne veux pas voir ces sociétés principales. En gros, je vais avoir le complément de la recherche. Alors pourquoi on fait ça? Simplement pour différencier les deux flux et dire est-ce que ce flux annexe va être intéressant ou pas. Et je vais l'analyser pendant mes premiers retours de recherche et voir s'il y a des choses qui remontent. Si là-dedans, je vois arriver une société avec des résultats qui me paraissent extrêmement intéressants, je vais décider de dire, OK, cette société-là, que j'avais exclue au départ, je vais la monter dans ma requête principale et je vais l'inclure avec les Salomon, Rossignol, Burton et autres. Mais je vais pouvoir en faire d'autres de requêtes complémentaires pour préciser ma requête principale. Alors, je vous donne simplement deux ou trois exemples parce qu'on n'a pas le temps d'en balayer plus, mais par exemple, au niveau des inventeurs. On parlait tout à l'heure, ça peut être très intéressant, un inventeur qui quitte votre organisation, qui était un inventeur prolifique, vous voulez savoir ce qu'il va pouvoir faire, cette personne. Et puis, il peut se produire aussi la même chose. Vous avez un inventeur clé chez un concurrent identifié, et cette personne, d'un seul coup, quitte cette société. Alors, peut-être elle va monter sa propre société, peut-être qu'elle va travailler dans une société de conseil, peut-être qu'elle va faire du consulting, bon, vous ne savez pas. Par contre, ça peut être intéressant de dire je vais poser une ligne de veille sur un nom de certains inventeurs clés. Alors, vous vous souvenez tout à l'heure, sur l'outil Patent Pulse, j'ai pu identifier assez facilement les inventeurs, les déposants clés. Je peux faire la même chose statistiquement avec les inventeurs. Là, je l'ai fait en avance parce qu'on n'aura pas le temps de faire la manip ensemble. Mais vous voyez, j'ai été voir et j'ai vu qu'il y avait, j'ai identifié par exemple 3 premiers inventeurs qui ont une occurrence très élevée, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont très actifs dans le domaine. Alors, je vais simplement spécifier ici, vous voyez, je suis pratiquement sur la base de ma requête principale. Je vais dire, je cherche suivant les mots-clés snowboard et holding binding. Je regarde pas sur ces déposants principaux. Par contre, je vais prendre en compte un certain nombre de noms d'inventeurs. Et ça va me faire une ligne de veille. Alors peut-être qu'il ne sortira rien, donc vous n'aurez pas d'alerte, mais si vous avez une alerte, alors vous allez avoir potentiellement de l'information complémentaire. C'est-à-dire Monsieur Mangold, par exemple, est passé dans une nouvelle société et il dépose beaucoup. Et cette société est potentiellement intéressante. Donc le réflexe, ça va être de dire je vais intégrer ça dans ma requête de veille principale. Alors, je peux avoir beaucoup d'autres approches et ça dépendra bien sûr de votre domaine, de votre organisation, mais je vais pouvoir intégrer par exemple des requêtes sur des domaines d'innovation connexes. Alors, je vais citer un exemple. On peut très bien, au niveau des fixations de ski, voir apparaître des premiers textes qui vont dire quelqu'un qui s'est amusé à mettre des capteurs dans les fixations pour mesurer des efforts du pied et quantifier, on va dire, une performance d'utilisation de techniques au niveau du ski. Ah, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il y a peut-être un domaine d'innovation à considérer autour des capteurs embarqués, voire des objets connectés autour de la fixation snowboard. Alors typiquement, vous voyez, je vais construire une requête autour de ça en allant chercher ajouter des mots-clés, modifier les classifications avec le même principe que je vous ai illustré au départ. Et on va créer un flux supplémentaire, donc une requête complémentaire avec une alerte associée. Et ça, je vais pouvoir utiliser les résultats qui vont sortir soit dans mon flux principal, parce que ça m'intéresse, soit spécifiquement pour aller nourrir mon service innovation en disant, voilà, en plus de la veille principale, vous avez une veille un peu innovation connexe qui peut être un booster de créativité pour vous. Vous avez vu, telle société a fait un système de capteurs intelligents et ça peut être super intéressant. Donc voilà comment dans la démarche, on va pouvoir, vous avez vu, de manière itérative, commencer par un cœur de cible qu'on va viser assez brutalement au milieu, créer un certain nombre de requêtes périphériques qu'on va observer et en fonction des observations retenues, on va enrichir la requête de veille principale.
Tout ça, encore une fois, c'est autour d'une problématique. Vous pouvez avoir au sein de votre société plusieurs problématiques. Vous pouvez avoir les fixations d'un côté, mais totalement autre chose par la suite. Voilà. Alors, maintenant, je vais dire juste un petit mot et on va revenir sur l'outil pour vous illustrer. L'idée, c'est de dire maintenant que vous avez de l'information qui commence à être disponible, vous avez des requêtes, vous avez des résultats, comment vous allez la partager, puisque ça, c'est l'autre partie importante. Comment vous allez la partager au sein de votre organisation. Alors la première chose, c'est que vous allez avoir la possibilité, et c'est important, de définir une arborescence de classement, parce que vous avez vu qu'on va avoir des requêtes principales enregistrées, des requêtes complémentaires sur lesquelles vous allez avoir des résultats. Vous pouvez imaginer d'avoir une veille aussi spécifique par concurrent, c'est-à-dire que dans le lot, la société Salomon, c'est vraiment le concurrent frontal pour vous, donc vous voulez voir tout ce qu'il fait. Donc vous allez créer une requête, simplement peut-être pas réduite à la fixation de snowboard, mais de manière générale à tout ce que fait la société Salomon. Vous allez pouvoir créer aussi des répertoires par destinataire. On a illustré juste avant le fait que des résultats généraux vont concerner le cœur de votre organisation. Par exemple, votre CEO, le directeur R&D, le directeur commercial, pour dire voilà ce qui se passe dans notre environnement au marché. Et puis, vous allez avoir aussi des choses qui vont concerner plutôt vos responsables de bureau d'études, par exemple, le responsable R&D, parce qu'il y a un nouveau système de mise sous tension de la fixation qui est très intéressant. Donc, vous pouvez créer aussi un répertoire par destinataire et dire, je vais créer un flux avec des documents que j'enverrai qu'à ce responsable R&D, parce que c'est très technique et c'est ça qui l'intéresse. Donc, voilà. La première chose à définir, ça va être de créer une arborescence ad hoc en fonction de vos besoins pour aller ranger vos résultats. La deuxième chose, ça va être comment vous allez communiquer l'information. Vous avez vu que les résultats, finalement, le résultat de la recherche, ça va être des queries, donc des syntaxes de recherche. Ça va être des listes de brevets, c'est-à-dire des listes de brevets qui seront issues de ces queries et que vous allez éventuellement relire, trier et commenter. Donc, vous allez créer des listes de brevets de résultats qui pourront d'ailleurs être la base à la diffusion d'un rapport mensuel. Mais vous allez pouvoir aussi créer les alertes automatiques et générer un certain nombre de rapports. Donc là, il y a aussi encore tout un travail de définition interne avant de se lancer dans des requêtes et des veilles, de dire qu'est-ce que je veux partager, avec qui, et qu'est-ce qui va intéresser qui. Une notion non négligeable, là, qui est plus en termes de management, c'est que très souvent dans les sociétés, des veilles qui sont mal triées ou trop exhaustives sont pas lues. C'est-à-dire vous allez générer pour quelque chose qui est mal segmenté et vous allez envoyer 70 familles de brevets à lire à quelqu'un qui a plein d'autres choses à faire, qui finalement va pas les lire et finalement vous loupez le scope. Donc je caricature un petit peu, mais dans beaucoup de sociétés, il n'y a pas forcément de personnes qui sont dédiées à la veille brevet et la veille technologique. Donc il faut faire très attention à la manière dont on va épurer l'information, segmenter l'information et gérer la diffusion de cette information. Alors, je vais revenir juste un instant sur l'outil pour vous montrer comment les choses peuvent être gérées. Donc, vous voyez tout à l'heure, j'ai typiquement une liste de brevets. Donc, j'avais mes combien de familles, une trentaine de familles, je crois, ou quelque chose comme ça. Bon, ce sont les éléments que je vais analyser, on va dire, et je vais choisir. Alors, je vais pouvoir faire, vous voyez, après mon analyse, donc je vais dire, ces deux documents sont très pertinents pour nous, ça c'est moins intéressant, ça aussi, par contre ça c'est bien et ça c'est bien. Et là, contrairement, là c'est une liste de brevets que je vais sauvegarder. Donc vous voyez, je vais avoir la possibilité, cette fois-ci, d'aller sauvegarder une liste de brevets. C'est-à-dire que je vais garder uniquement ces 4 brevets sur lesquels éventuellement j'ai mis des commentaires et je vais aller les rentrer dans, par exemple, un répertoire que je vais appeler rapport de veille
Et puis, voilà, je vais lui donner un nom, veille. Je vais préparer en fait ma veille pour le Q3 2023. Je vais commencer à stocker des familles de brevets, de documents pertinents. Donc, vous voyez, je les sauvegarde. Donc, ça veut dire que j'ai ajouté ces documents dans cette liste-là. Et cette liste-là, ce qui est intéressant en termes de diffusion, donc là, on voit comment un outil va pouvoir vous aider comme ça. Donc, vous voyez, je la rappelle ici. Et cette liste-là, bah, je vais pouvoir l'exporter et créer un document Word. Et ici, je vais créer en un clic. Je vais pouvoir lui dire d'ajouter les claims si je veux, et je vais lui demander de me générer un rapport. Donc, en fait, le système va me faire tout le travail en disant, OK, les 4 familles de brevets que vous aviez jugées intéressantes et sur lesquelles vous avez éventuellement fait des commentaires, ben voilà, je vous ai préparé un rapport. Alors, le rapport, on va retrouver les données bibliographiques, tous les éléments descriptifs, les claims, si j'en ai demandé, hein, ou pas. Et ce rapport, c'est un rapport Word, donc je vais très simplement pouvoir, au début, si je le souhaite, ben, ajouter mes commentaires en disant « Chère équipe, merci de voir la veille Q3, mes recommandations sont apparition de tel player qui peut être intéressant de surveiller. J'ai aussi 3 brevets intéressants sur la société Salomon qui pourraient concerner. » Voilà, rendre les choses un petit peu vivantes, mais vous voyez que en quelques clics, j'ai pu définir mes axes de recherche avec le peu d'informations que j'avais au départ, créer des requêtes, créer des alertes automatiques, créer des listes de brevets après analyse des documents que j'avais reçus et générer un rapport de veille, préparer un rapport de veille que je vais pouvoir pousser dans l'organisation de manière régulière. Voilà, on n'est pas loin du temps imparti. Donc le sujet était large. Moi, je voulais simplement partager avec vous cette première approche avec les points importants pour moi qui sont effectivement quels sont les intérêts de la veille brevet, mais je pense que vous êtes tous sensibilisés à ce point-là. Et puis, comment on peut, de manière simple, vous voyez, avec très peu d'informations et simplement un outil ad hoc, mettre très vite en place des premiers flux d'informations et de veille interne brevet. Alors, effectivement, la mise en place d'une veille en interne a aussi un côté management qui est très intéressant parce que vous allez pouvoir impliquer au sein de votre organisation, les gens se sont impliqués. Ils comprennent mieux la dynamique des concurrents, ils comprennent mieux le besoin de réfléchir en R&D à la potentielle liberté d'exploitation d'une idée, voire à l'opportunité de la brevetabilité d'une idée. Donc tout ça, ça va concourir à cet entraînement et à cette sensibilité de votre organisation au côté pays. Voilà. Un dernier petit résumé très rapide des différentes étapes qu'on a parcourues, donc pour se souvenir. Sur un axe de veille brevet, et vous avez compris qu'il peut y avoir plusieurs axes de veille, d'abord faire un audit interne et valider une première liste de cibles pour définir la veille. C'est vraiment important cette étape parce qu'il y a de l'information qui est cachée. Un directeur commercial, par exemple, pourra avoir l'idée d'un concurrent dont il a entendu parler sur un salon d'une start-up que vous ne connaissez peut-être pas. Donc, importance de parler avec l'ensemble de votre organisation et de prévalider cette première liste de cibles. Ensuite, pour éviter d'être noyé sur un nombre trop important d'informations qui tuera l'information, avoir une démarche très segmentante avec un flux principal autour d'une requête principale et des requêtes complémentaires que vous allez mettre en place et qui vont permettre d'affiner, de préciser votre requête principale que vous ferez évoluer avec le temps. Donc vraiment avoir une démarche itérative. Une veille, c'est pas du one shot. Une veille, c'est quelque chose qu'on met en place sur la durée. Et vous voyez que quand le travail est fait et que les requêtes sont enregistrées, les alertes sont automatiques.
Donc, il y a un travail de suivi d'analyse des résultats, mais le gros du travail est déjà mis en place. Et puis, le dernier point, qui est vraiment une recommandation aussi, c'est structurer la manière dont vous allez stocker l'information, à la fois requête, liste de brevets, et la manière dont vous allez diffuser l'information. Encore une fois, ne diffusez pas la même liste d'infos trop longue à tout le monde, parce que personne ne lira. Essayez de segmenter au plus fin ce qui va intéresser qui. Un business développeur ou quelqu'un du marketing ne va pas avoir la même lecture qu'un ingénieur de bureau d'études, bien évidemment.